Donc on reprend en attaquant donc le grand 1 sur les fondements du lien social dans les sociétés contemporaines. Alors, je disais qu'on va faire pas mal de commentaires dans ce chapitre. C'est parce que, eh bien, en sociologie, surtout quand c'est pour aborder des auteurs anciens, pour essayer de ne pas passer à côté de l'essentiel et de pas juste répéter bêtement des choses qu'on ne comprend pas, eh bien, on est un peu obligé de s'arrêter pour contextualiser les théories, c'est-à-dire essayer d'expliquer quand l'auteur a écrit ce qu'il avait en tête, pourquoi est-ce qu'il écrit ça, voilà. Sinon, voilà, après, sinon on apprend bêtement et on comprend rien, enfin, ça perd, c'est pas du tout épanouissant, voilà. Et pour le coup, le format vidéo, à mon avis, est mieux, hein, pour ça. Donc, alors allons-y. Donc là, ça va être une partie introductive. On va pas rentrer directement dans la théorie d'Emile Durkheim, mais on va poser quelques bases en matière de, voilà, de contexte. Donc on y va. Alors les premières analyses sociologiques du lien social proviennent des travaux du sociologue Émile Durkheim, que vous avez donc en photo à droite. Euh, donc Durkheim à l'époque, hein, il disait pas lien social, hein, d'accord? Dans ses écrits, lui, il parlait de solidarité, ou alors peut-être de cohésion sociale. Mais le terme lien social, voilà, c'est un terme contemporain voilà, qui désigne les préoccupations de Durkheim à son époque. Donc vous voyez bien, quand on parle de Durkheim, à quelle époque on est, hein. Donc Durkheim, c'est 1858-1917, et son ouvrage le premier ouvrage connu qu'il ait rédigé date de 1893. Donc vous voyez un peu, on est au tournant du 19e, 20e siècle. Alors, donc le lien social est abordé par Durkheim, et en particulier, il en parle dans sa thèse de doctorat. C'est-à-dire, donc voilà, c'est encore un étudiant, et il a fini de préparer sa thèse de doctorat, et il va soutenir sa thèse en 1893 ou un petit peu avant. Il a 34 ans, voilà, c'est un jeune étudiant et jeune professeur, hein, et donc sa thèse parle donc du lien social. Elle s'appelle «De la division du travail social». On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire que ce terme de division du travail social. Alors on entend par lien social une petite définition: l'ensemble des normes, des valeurs et des relations communes aux membres d'une société et qui assurent leur solidarité. Donc c'est une définition qui est quasiment la même que celle de cohésion sociale. D'ailleurs, vous pouvez employer ces deux définitions quasiment de manière synonyme. Mais on va dire que le terme de cohésion sociale est parfois plus adapté dans certaines tournures de phrases. Mais on parle des mêmes choses quand on parle de lien social ou alors de cohésion sociale. Bon. Donc, Durkheim, à l'époque, comme de nombreux intellectuels, est frappé, voire inquiet, surtout inquiet, hein. Durkheim, bon, ça, vous pouvez pas me mettre dans une copie, mais on retient que c'est un intellectuel qui était quand même très inquiet. C'est-à-dire que dans tous ses écrits, vous verrez, on en reparlera dans la suite, dans tout ce qu'il a pu écrire, toutes ses préoccupations étaient toujours tournées vers du même côté. C'est la crainte que la société ne se dissolve. C'est-à-dire que la société éclate en guerre civile, qu'il n'y ait plus de cohésion sociale, que voilà. Il y a vraiment cette crainte chez Durkheim en permanence que la société se désintègre. Donc, donc du coup, à l'époque, ça n'a rien d'étonnant quand je vous dis qu'il est frappé et inquiet euh, à propos des transformations économiques et sociales de son époque, provoquées par l'industrialisation et la remise en cause de l'ancien régime. En fait, vous devriez commencer à faire quelques liens, hein, si vous avez bien travaillé le chapitre sur les classes sociales, vous voyez que les transformations de la société française et des pays aujourd'hui développés, heu, tout débute à la même période, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, surtout pour l'Angleterre qui commence son industrialisation plus tôt. Voilà, fin du XVIIIe siècle et début 19e siècle. C'est-à-dire, c'est des périodes où la révolution industrielle s'amorce et se déploie. Et c'est aussi des périodes où vous avez des révolutions politiques. C'est-à-dire que c'est la fin des régimes monarchiques et la mise en place bah, des premiers régimes électifs avec des citoyens. Voilà. Donc on va y revenir. Mais
Que ce soit pour les classes sociales ou pour ce chapitre, heu, la réflexion sociologique débute au même moment et d'ailleurs, c'est à cette époque que naissent les premiers sociologues. On ne parle pas de sociologie avant la Révolution française et avant la Révolution industrielle, hein. C'est plutôt la philosophie qui domine et c'est plus tard, hein, que certains penseurs se feront appeler sociologues, notamment, grâce à un philosophe qui s'appelle Auguste Comte, qui est la personne qui a inventé, le mot, sociologie. Bon, je referme la parenthèse. Et donc les transformations importantes de l'époque, hein, fin 19e, fin 18e, début, 19e et après, c'est bien la révolution industrielle ou industrialisation et la révolution, française ou les révolutions, politiques qui, sonnent la fin de l'Ancien Régime. Donc à l'époque, vous avez des commentateurs, hein, ou, des auteurs qui, qu'on appellera plus tard conservateurs. On va voir ce que ça veut dire conservateur, hein, comme Joseph de Maistre, que vous avez en photo ici, que vous pouvez situer, qui est donc, dans la chronologie qui est antérieure à Durkheim, hein. Vous voyez, il meurt avant que Durkheim naisse, hein, donc les mettez pas sur le même, tableau, hein, mais bon, Durkheim aura lu Joseph de Maistre, d'accord? Pareil, à la même époque, vous avez Louis de Bonald, qui est plutôt du coup de la même période que Joseph de Maistre, donc qui sont des, écrivains, conservateurs, qui voient les transformations, sociales se produire sous leurs yeux et qui sont, très choqués, de ce qu'ils observent. Parce que c'est nouveau, hein, la société change radicalement alors qu'elle n'avait pas changé depuis des siècles. Tout d'un coup, tout se transforme. Donc ils sont très choqués et très, on va dire, inquiets et souhaitent plutôt, en tout cas dans leurs écrits, heu souhaitent revenir à l'ancien régime, hein. Ils souhaitent revenir à une société, on va dire, bien cadrée, avec, on va y revenir dans la remarque qui suit, mais voilà. Eux, ils veulent revenir à une société à la société précédente parce que pour eux, c'est le seul moyen d'avoir une harmonie sociale que d'avoir une société, où les gens occupent une place et s'y tiennent. Durkheim, quant à lui, donc un peu plus tard dans la chronologie, hein, s'inquiète des transformations de la société et cherche à démontrer que malgré la remise en cause des sociétés traditionnelles, donc les sociétés traditionnelles, hein, on va les définir plus tard, mais les sociétés traditionnelles, c'est les sociétés paysannes, pour aller vite. Ou alors les tribus. Vous voyez, les tribus exotiques, archaïques, dans des contrées lointaines. C'est des sociétés où, voilà, on va les définir, mais c'est souvent des sociétés sans écriture, où la place de la croyance et de la religion est très importante. Voilà. Où la science n'existe pas, par exemple, où la production n'est pas du tout importante. La production est mélangée avec des rituels religieux. Bon, tout ça, on va en reparler après. Et donc, la société traditionnelle est remise en question par l'apparition de l'industrialisation, notamment. Donc, Durkheim cherche à montrer que la remise en cause des sociétés traditionnelles et de leur solidarité, c'est-à-dire la manière qu'on avait à l'époque de prendre soin les uns des autres, hein, de se soutenir les uns les autres, ainsi que l'émergence de ce qu'on appelle la question sociale, qu'on va définir en dessous, eh bien ces sociétés, eh bien que les sociétés modernes qui succèdent à ces sociétés traditionnelles peuvent également être source de solidarité. Les sociétés modernes, pour aller vite, c'est les sociétés qui vont émerger après la Révolution française et après les révolutions politiques. Alors une remarque qui va nous permettre de cadrer tout ce propos, donc sur la nostalgie des conservateurs. Alors pour le dire simplement, les conservateurs, c'est un courant de pensée politique qui en fait est nostalgique du passé, nostalgique de la société d'Ancien Régime. Et pour aller très grossièrement et de manière très caricaturale, être un conservateur, c'est aimer que les choses aient une place et que les gens, s'y tiennent. Voilà. En gros, être conservateur, c'est, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a le bien, il y a le mal, il y a la religion qui est importante, les paysans, ils doivent rester à la campagne, les fils de paysans deviennent paysans. Voilà. C'est l'idée que chacun a une place dès la naissance et doit s'y tenir et c'est très bien comme ça. Voilà. Et il faut conserver l'ordre social tel qu'il est et pas le changer. Parce que ce serait une source de.
ça briserait l'harmonie sociale. Donc il y a toute une vision de ce qui est bon pour la société. Donc vous voyez bien que les conservateurs, on n'est pas dans une description scientifique ou sociologique de la société, mais on est plutôt dans une vision normative. On dit ce qui doit être, ce qui est bon pour la société. C'est une société organisée comme ça, selon eux. Ok. Donc, alors, que peut-on dire sur les conservateurs? Alors, en tout cas sur le contexte déjà. Donc, avec la Révolution française et la Révolution industrielle, c'est tout un monde qui disparaît. Et cette disparition suscite une certaine nostalgie chez les conservateurs. Donc, les conservateurs, on peut aussi les appeler les réactionnaires. D'accord? C'est des gens qui se plaignent du changement et qui veulent revenir à l'ancienne mode, on va dire. Et dans un vocabulaire péjoratif, voire même c'est presque une insulte, on dit souvent de quelqu'un qui n'aime pas le changement que c'est un réac. C'est un vieux réac. Ah, lui, tiens, c'est un vieux réac, celui-là, il est contre le changement. Bon, bah, voilà, si vous entendez quelqu'un dire c'est un vieux réac, vous comprendrez un peu mieux d'où ça vient. Bah, d'ailleurs, l'expression OK boomer, hein, c'est un peu ça. Hein, dans boomer, il y a un côté réac, c'est-à-dire c'était mieux avant, et ainsi de suite. Bon, je poursuis. Donc en effet, la fin de la monarchie conduit à l'effondrement d'un ordre social aux caractéristiques bien précises. Donc c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un ordre social. L'ordre social, c'est comment la société est organisée, selon un principe hiérarchique, du haut vers le bas, du plus puissant au moins puissant, du plus prestigieux au moins prestigieux. Donc quand il y a le terme ordre social dans un texte, il faut bien comprendre que c'est la hiérarchie. Donc l'ordre social de la monarchie, il est très précis. Hein. Il y a chaque individu appartenait à l'un des trois ordres. Ça vous fait un rappel par rapport au chapitre sur les classes sociales, c'est la même chose. Donc vous étiez soit membre de la noblesse, soit du clergé, soit du tiers-état, et vous y étiez globalement pour de bon. Vous étiez définitivement attaché à votre ordre, à part quelques rares cas où vous changiez de groupe, c'était très rare. Le pouvoir était détenu par le roi, un pouvoir absolu, dont la légitimité, le fait que le roi soit le roi et qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, bah, la légitimité du roi était immuable, car de droit divin. Évidemment, à l'époque, la religion a une place très importante, et on ne cesse de répéter au peuple que le roi est le roi parce qu'il a été désigné par Dieu. Donc vous comprenez bien que si vous êtes croyant et vous croyez en Dieu, et que Dieu a décidé que monsieur machin c'était le roi, alors il est hors de question de remettre en question son pouvoir. Donc, le roi obtient sa légitimité de droit divin. La religion et les membres du clergé ont une place centrale dans le maintien de cet ordre social. Donc tout le monde va à la messe, il y a plein de rites religieux, et le clergé se charge de bien répéter aux paysans et aux pauvres qu'ils sont à leur place. D'ailleurs, rappelez-vous, les derniers seront les premiers. Hein. C'est un bon moyen de vous faire rester à votre place, d'ailleurs, en passage, de vous dire qu'au paradis, on sera tous égaux et on sera tous heureux, mais en attendant, vous êtes pauvres. Donc les derniers seront les premiers. Je ferme la parenthèse. La paysannerie, elle, s'occupait de produire les denrées nécessaires euh, à la survie de la population et respecter les traditions. D'accord? Donc ça, vous êtes paysan, votre voie est toute tracée, toute votre vie, vous vivrez à la campagne, vous produirez de la nourriture pour la ville et pour le royaume, et voilà, vous vivrez pauvrement. Les places de chacun étaient clairement définies et plus ou moins acceptées, ce qui fait dire aux conservateurs que cette société était harmonieuse. Voilà. Voilà pourquoi les conservateurs aimaient bien l'ancien temps. C'est parce que, d'après eux, chacun était à sa place et chacun l'acceptait, et donc tout le monde était plus ou moins content. Mais la Révolution française détruit cet ordre social et affirme la primauté, la prééminence de l'individu, et non plus des ordres. Donc vous voyez, on passe d'une situation où ce sont des groupes qui structurent la société, les ordres, à une situation où la priorité est donnée à l'individu. D'accord? L'individu, qui va désormais se voir accorder des droits naturels. Au passage, c'est en 1789 qu'a lieu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc on affirme quand même un certain nombre de droits pour le citoyen à cette époque, si vous vous rappelez. Donc
c'est bien la preuve que l'individu devient une valeur centrale de la société moderne. La légitimité du pouvoir ne pourra plus découler de Dieu, mais devra émaner de la nation souveraine. Donc la remise en cause de la légitimité du roi et du tout le système monarchique. Désormais, quiconque veut avoir le pouvoir devra se l'être fait donner par la population, qui elle seule est souveraine. La révolution industrielle, quant à elle, remet en cause les structures productives. La société agraire, ça veut dire la société basée sur l'agriculture, la société agraire est remplacée par la société industrielle. Avec l'exode rural, donc le fait que bon nombre de paysans quittent la ville, quittent les campagnes pour aller trouver du travail en ville, donc avec l'exode rural apparaissent les premières grandes villes industrielles. Les premiers ouvriers, hein, il y a bien eu des premiers ouvriers un jour, hein, avant que quand les usines sont apparues pour la première fois, bah, sont apparus en même temps les premiers ouvriers. Et d'où venaient-ils? Bah, c'était d'anciens paysans. Donc les premiers ouvriers, qui sont d'anciens paysans, découvrent un nouvel environnement, c'est-à-dire la ville, où ils n'ont pas leurs repères et se sentent déracinés. Vous quittez un monde agricole, campagnard, rassurant, qui se répète, vous voyez, au rythme des saisons, qui ne change jamais, avec ses traditions, ses solidarités villageoises, sa proximité entre les gens qui se connaissent, voilà, les gens du coin. Bon, bah, tout ça vole en éclats avec la brutalité de la vie urbaine et de la pauvreté. Donc ces nouveaux ouvriers se sentent déracinés. Avec l'apparition des grandes villes apparaissent des problèmes sociaux, les premiers problèmes sociaux liés à la pauvreté, qui auparavant étaient gérés par les solidarités villageoises et traditionnelles. Par exemple, la tradition de la part du pauvre avec la galette des rois. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le fait que les villes apparaissent, qu'il y ait une forte concentration d'individus sur une même zone, et ce qui s'appelle une ville, hein, ça génère des nouveaux problèmes. Des problèmes notamment de pauvreté, car les prolétaires, là on peut ressortir Marx, les prolétaires sont extrêmement peu payés et vivent extrêmement mal. Donc ça crée des problèmes sociaux. Et maintenant, il n'y a plus la solidarité qu'il y avait dans les campagnes, comme par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça donne une idée. La part du pauvre, c'est l'idée que quand vous faisiez la galette des rois, à l'époque, vous gardiez toujours une part de la galette en plus, au cas où un mendiant viendrait toquer à votre fenêtre, parce qu'il a faim, et vous lui donneriez bah, cette part de gâteau. Et c'était inscrit dans les traditions, hein, chacun gardait une part de la galette pour l'éventuel pauvre qui viendrait. C'était la part du pauvre. Bon, vous voyez bien que les traditions et les solidarités campagnardes, villageoises, pouvaient pallier à la pauvreté. Mais dans les grandes villes, ces traditions n'existent pas. Donc l'extrême pauvreté peut se développer. Donc se développe alors, dans certains quartiers, la prostitution, qui est donc une solution à la pauvreté, hein, malheureusement, l'alcoolisme, les violences de toutes sortes. Ces nouvelles questions soulevées par la pauvreté des villes industrielles seront regroupées sous le terme de questions sociales. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important. La question sociale. La question sociale, c'est le terme pour désigner tous les problèmes sociaux qui apparaissent avec la révolution industrielle et l'apparition des premières grandes villes industrielles. Tout ce que je viens de vous dire. Prostitution, violence, alcoolisme, voilà, tous les problèmes sociaux qui apparaissent à cette époque soulèvent des questions. Et tout ça, on appelle ça la question sociale. Question sociale qui sera résolue, on en parlera dans la suite du chapitre, par les premiers systèmes de protection sociale. Donc, ces différentes transformations seront à l'origine de réactions diverses dans le monde intellectuel. Pour le dire autrement, les intellectuels voient la société changer et tout le monde n'accueille pas ces changements de la même façon. Pour schématiser, vous avez trois courants de pensée qui émergent à la suite de la révolution industrielle et politique. Vous avez d'une part le courant conservateur, c'est-à-dire les nostalgiques de l'ancien régime, qui vont passer leur temps à dire c'était mieux avant, faut revenir à la royauté, à l'ancien régime, chacun sa place et tout ira bien, c'était plus harmonieux, et ainsi de suite. Un autre courant qui existait déjà avant, mais qui s'approfondit avec la révolution politique industrielle, c'est le courant du libéralisme. Libéralisme politique, mais aussi libéralisme économique, libéralisme culturel, on en parlera plus tard. Et enfin, le courant du socialisme. Donc, socialisme qui
verra une de ses déclinaisons être le communisme. Donc vous voyez, quand on parle du communisme, c'est en amont du communisme, il y a une doctrine qu'on appelle le socialisme. D'accord? Donc d'ailleurs, c'est pour ça que politiquement aujourd'hui, vous avez des partis qu'on appelle partis socialistes et des partis communistes. Parce que fut un temps, ils avaient des racines communes. Bon, aujourd'hui, le Parti socialiste n'est pas du tout socialiste. Ce serait un peu long à expliquer, mais c'est plutôt un parti de droite aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Donc on a fini avec cette introduction. On reprendra tout à l'heure.